Bonjour à tous, on va apprendre dans cette vidéo à programmer les réseaux de neurones multicouches à l'aide du logiciel MATLAB. Pourquoi le logiciel MATLAB? En principe, il est connu par beaucoup de chercheurs. L'avantage de MATLAB, c'est qu'il est puissant en calcul matriciel et sa puissance est devenue de plus en plus grande grâce à différentes boîtes outils spécialisées dans différents domaines. Donc ces boîtes à outils touchent au traitement d'image, traitement du signal, électronique de puissance, etc. Donc on trouve pratiquement un grand nombre de boîtes à outils qui dotent ce logiciel de puissance et de fonctions et d'une bibliothèque de programmes très intéressante. Alors, on va commencer par la programmation d'un seul neurone. Je dois noter que les instructions MATLAB, je les ai mis dans le cours, dans ce chapitre 4, en bleu. Donc vous pouvez copier directement l'écriture là. Donc CTRL-C pour copier, ou bien vous pouvez utiliser bien sûr la souris avec le bouton droit, copier, et vous les coller directement dans un script MATLAB pour que ça devienne des instructions directement exécutables. Et on va voir comment. Juste avant de passer à la programmation, je veux passer en diagonale ce qu'on a mis dans le chapitre. Alors, cette commande, c'est pour effacer les différentes variables qui peuvent exister dans la mémoire du logiciel, dans le workspace du logiciel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le MATLAB, alors MATLAB, c'est en principe vous devrez l'installer sur votre PC et vous utilisez ce raccourci, voilà, cette icône pour lancer MATLAB. Bien sûr, son lancement demande un peu de temps, pour cela je l'ai préparé ici. Voilà, donc dès le lancement du logiciel, une fenêtre de commande en ligne s'ouvre, voilà, comme vous le voyez. Cette fenêtre dans cette fenêtre, on peut exécuter toutes les instructions directement, et l'exécution se fait ligne par ligne. Je peux faire par exemple 1 plus 6, voilà comment. Vous voyez, donc chaque commande s'exécute directement. Voilà, sinus de 4, je fais n'importe quoi, voilà, donc ça devient une instruction, ça vous donne le résultat directement. Pour effacer l'écran, alors CLC, clear screen, voilà. Maintenant, pour écrire un programme MATLAB, voilà, je viens là et je demande un new script, ou bien comme vous voyez le raccourci CTRL-N, donc c'est pour new file, voilà, donc new script. Voilà, donc on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, qui va servir à écrire les différentes instructions. Voilà. Maintenant, si je reviens à ce que je vous ai mis dans le chapitre 4, donc je peux sélectionner et CTRL-C comme d'habitude, ou bien avec le bouton droit, copier, et puis je reviens à mon script et je fais CTRL-V pour coller. Voilà, donc ça devient une opération, voilà, une instruction exécutable. Si vous avez bien remarqué que j'ai arrangé mon écran, voilà, mon moniteur, de cette façon-là, pour que la fenêtre de commande ne soit pas cachée. Parce que la fenêtre de commande, c'est la fenêtre qui va servir à dialoguer avec le système. Donc, il ne faut pas cacher, parce que parfois, quand on exécute directement en utilisant cette commande
run, il y a des erreurs ou bien il y a des messages de compilation qui apparaissent dans la fenêtre de commande window, comme vous voyez. Et si cette fenêtre est cachée par le fichier, alors je ne vais pas m'apercevoir de ces conversations-là et de ces compilations-là. Pour cette raison, alors je vous conseille toujours de répartir votre moniteur de façon que la fenêtre de commande là soit toujours visible. Donc, je reviens. Bien sûr, je vous ai dit dans le chapitre que on peut programmer les réseaux de neurones soit en utilisant le langage Lisp, c'est-à-dire les différentes instructions comme vous les voyez, et on va les décrire petit à petit, soit en utilisant la boîte à outils qui contient des programmes tout prêts des réseaux de neurones. Et voilà, c'est la boîte à outils Neural Network Toolbox, ou bien la boîte à outils réseau de neurones. Et cette boîte-là nous offre beaucoup de commandes toutes prêtes pour programmer. Et en deuxième partie de cette présentation, on va vous décrire comment utiliser la boîte à outils Neural Network Toolbox. Mais au début, je préfère toujours, pour comprendre soigneusement le fonctionnement d'un neurone ou bien d'un réseau de neurones multicouches, je préfère utiliser ces instructions qui paraissent peut-être basiques, mais c'est très très intéressant de les voir comment fonctionner, comment on arrive à programmer un réseau de neurones et de tester ses fonctionnalités. Alors, je vais commencer par la programmation d'un seul neurone qui a deux entrées x1 et x2. Deux entrées x1 et x2, quand on ajoute l'entrée du biais, on aura trois entrées, et trois entrées, si chaque entrée est pondérée par un coefficient synaptique, donc nous devrons avoir trois coefficients synaptiques comme vous le voyez. Puis on aura une sortie linéaire, c'est la sortie du combinateur linéaire, puis Y qui sera la sortie de la fonction d'activation et puis la sortie de tout le neurone. Donc, comme je vous ai dit, je préfère toujours par effacer la mémoire temporelle ou bien les variables qui sont dans le workspace, donc dans l'espace de travail, avant de commencer. Maintenant, ce neurone est utilisé pour programmer quelques exemples. Alors, l'exemple que j'ai choisi cet exemple-là. Alors, le neurone a deux entrées, donc je dois avoir des mesures de deux valeurs. Voilà, donc j'ai choisi une première entrée moins 0,5, moins 0,5, une deuxième entrée moins 0,5, 0,5, etc. Et à chaque entrée, on a une sortie désirée comme vous voyez. Donc le neurone aura pour rôle d'apprendre ces mesures-là. À chaque mesure, on a une sortie désirée. Voilà. Donc si on observe ces mesures-là comme étant une fonction booléenne, alors on peut remarquer que cette fonction-là, c'est la fonction E. Voilà, c'est la fonction, plutôt, c'est la fonction OU. Donc 0, 0, ça donne 0, 0, 1, ça donne 1, 1, 0, ça donne 1, et 1, 1, ça donne 1. Voilà. Mais, bien sûr, je peux utiliser que ce soit des entrées moins 0,5, moins 0,5, ou bien j'aurais pu utiliser moins 1, ou bien 0, 0. D'accord? Donc, vous choisissez n'importe quelle entrée parce que les entrées par la suite pour un réseau de neurones ne vont pas être obligatoirement binaires ou bien bipolaires. Donc, ils vont être des entrées réelles. Et les sorties.
Et les sorties désirées, bon, pour cet exercice-là, j'ai choisi la fonction d'activation de ce type-là. Donc c'est une fonction sigmoïde et on sait bien que cette fonction varie de 0 à 1. Et les 0 et 1 sont des limites, c'est-à-dire la sortie du neurone. Ici, la sortie du neurone ne va pas excéder le 0 et le 1. Donc si on va demander à ce neurone d'apprendre ces mesures-là, c'est-à-dire on va demander à ce que le neurone nous réponde par les sorties désirées. Donc, les sorties désirées ne devraient pas être à l'extérieur du domaine ou bien de l'intervalle que la fonction puisse donner. C'est-à-dire, si mon y ici est une fonction de f de u, fonction sigmoïde, encadrée entre 0 et 1, donc je peux pas mettre ici une sortie désirée, par exemple, égale à 2. Parce que quel que soit l'algorithme d'apprentissage que je vais utiliser, la fonction ne peut pas donner, la sortie ne peut pas donner 2. Voilà. Donc, j'ai préparé ces mesures-là. Donc, je vais commencer à amener ces commandes-là dans mon programme. Donc, j'ai déjà apporté la fonction clear. En principe, clear ici, c'est sans majuscule. Je vais maintenant copier ces commandes-là, CTRL-C, et je reviens, CTRL-V, voilà. Ici, c'est l'acquisition des entrées et des sorties. Vous remarquez que les couleurs dans le script file changent parce que le compilateur ici, c'est un compilateur intelligent, il peut détecter les zones de commentaires, des zones d'instruction. Voilà. Donc ici, on peut dire que voilà, on a notre base d'apprentissage ou bien des vecteurs d'apprentissage et ces vecteurs-là vont être lus de cette façon-là. Voilà, à ce vecteur, quand je propage ce vecteur dans le neurone, alors la sortie désirée devrait être 0,1. Quand je propage ce vecteur, la sortie désirée devrait être 0,9. And so on. Je reviens. Voilà. Maintenant, je vais copier toutes ces lignes-là et je vais les décrire. Bon, pour ne pas transporter le 47. Attendez. Voilà. Donc, je vais copier. Voilà, jusqu'à là. CTRL-C. Voilà. Et je fais CTRL-V. Donc, voilà. Le copiage donc, est fait jusqu'à là. Puis, je continue pour éviter. CTRL-C. Puis, CTRL-V. Et voilà, j'ai mon programme. Maintenant, pour expliquer, je vais élargir la fenêtre pour expliquer. Donc, après la définition de la base d'apprentissage, alors je dois initialiser. Qu'est-ce que je dois initialiser? Alors, le A ici, c'est le coefficient de la fonction d'activation. Voici la fonction d'activation, je vous rappelle, voilà la fonction d'activation. F de U, voilà, donc ce que je dois initialiser c'est le A. C'est un paramètre qu'on doit initialiser dès le début pour que je puisse mener le calcul dans le neurone. Alors, E, c'est une initialisation de l'erreur qu'on va voir, tout de suite. Donc,
initialisation de l'erreur totale, soi-disant. Voilà. Ah, maintenant, voilà. W égale W, ça c'est l'initialisation des coefficients synaptiques, voilà, qui sont W0, W1, W2, transpose. Ça c'est le transpose. Hein. Transpose avec MATLAB, c'est l'apostrophe comme ça. Voilà. Donc, ici, j'ai défini un vecteur de coefficients synaptiques qui sont 0,1, 0,05 et moins 0,80. Vous pouvez initialiser comme vous voulez. Donc, si je fixe cette initialisation aléatoire, c'est juste pour vérifier par la suite le bon fonctionnement. Mais vous pouvez initialiser comme vous voulez. Maintenant, si vous voulez voir ces instructions-là, on a dit qu'on peut exécuter toutes ces commandes-là en ligne. Donc, je peux copier, et puis, donc, avec CTRL-C, bien avec le bouton droit, copier, et puis je viens là, voilà, copier, je viens là et je fais coller, voilà, coller, paste, CTRL-V, paste, et je fais entrer et je vais voir ce qu'il a programmé le logiciel. Voilà, donc il a défini un vecteur W qui a ces valeurs-là. Remarquez bien qu'on a donné ici un vecteur ligne et avec le transpose là, donc le vecteur est devenu un vecteur colonne. Maintenant, il y a quelque chose de très important que je devrais noter peut-être, c'est pour vérifier la nature des données ou bien des variables qui sont dans la mémoire temporelle ou bien le workspace. Alors, je fais use, comme ça, tout court, entrée, voilà, qu'est-ce qu'on aura? On aura the name of the variable W, voilà, donc, et the size, la taille, donc c'est un vecteur 3 lignes, une seule colonne, et avec sa précision double, hein, donc, ça c'est très important pour par la suite vérifier surtout la taille des variables, parce que quand vous avez par exemple une matrice qui multiplie un vecteur, alors vous devrez avoir une homogénéité au niveau de nombre de lignes, nombre de colonnes, etc. Donc les dimensions doivent correspondre, et si ces dimensions-là ne sont pas adéquates, alors on aura un problème d'erreur. Donc le fait de vérifier la taille des variables, c'est une chose très très importante dans la programmation. Voilà. Maintenant, mu, c'est quoi? C'est le coefficient d'apprentissage. Voilà, le mu, c'est, je ne sais pas, est-ce que je l'ai mis ici, la loi d'adaptation, mais on l'a mis dans un chapitre précédent. Donc, voilà, je ne l'ai pas mis parce que c'est quelque chose de trivial. Donc c'est le coefficient d'apprentissage. Je l'ai choisi ici 5, vous pouvez choisir, donc choix on peut changer cette valeur comme vous, cette valeur, comme on veut, voilà. Vous pouvez le changer, et on va le changer. Ça, c'est le nombre d'itérations, c'est-à-dire, je vous rappelle, c'est quoi une itération? Une itération, c'est le nombre de fois de la propagation de toute la base d'apprentissage. C'est-à-dire, quand je vais présenter ces vecteurs-là avec les sorties désirées, une fois, je dis que j'ai fait une itération. Je refais encore une autre fois, je vais faire une deuxième itération, etc. Bon, j'ai choisi des itérations pour démarrer le programme. Par la suite, selon l'erreur finale atteinte, on peut augmenter, on peut diminuer, on peut faire ce qu'on veut. G, c'est un compteur sur les itérations. Voilà.
Maintenant, voilà, je vais commencer à propager, voilà, je vais commencer à propager les vecteurs. Donc, for i égale 1 à 4. C'est quoi ce 4-là? Le 4, ça devrait être le nombre de vecteurs d'apprentissage, le nombre de patterns. Combien de patterns j'ai? J'ai ce premier pattern, voilà, avec sa sortie désirée. Ce deuxième pattern avec sa sortie désirée. Ce troisième et ce quatrième. Donc, j'ai 4 vecteurs d'apprentissage. Donc, je dois les parcourir tous. Voilà. Je reviens là. J'ai mis ces vecteurs-là dans un vecteur Y0. C'est le vecteur d'entrée. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans ce vecteur-là? J'ai mis 1, puis V. 2. I, c'est quoi I? I, c'est le compteur qui va compter de 1 à 4. Donc, si I prend la valeur 1, donc c'est-à-dire V de 1 et 2 points. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que V2, la première ligne et toutes les colonnes. Donc, je vais lire la première ligne et toutes les colonnes dans V. Première ligne et toutes les colonnes, c'est ça. Maintenant, imaginez que I est égal à 2. Donc, j'aurai V2, donc c'est-à-dire deuxième ligne, toutes les colonnes. Donc, je vais aller là. Je vais aller là. Ainsi de suite. Et donc, et qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce 1 là? Ce 1 là, c'est le biais. Comme ça, Y0 aura 3 valeurs. 3 valeurs qui vont correspondre à quoi? Qui vont correspondre à ça. Qui vont correspondre à ça. L'avantage de MATLAB, voilà, c'est que je peux, avant de terminer l'écriture du programme, je peux vérifier tout. Je peux, voilà, je copie. Remarquez ces points-virgules là, je ne vais pas les copier. Je vais vous dire pourquoi. Alors, CTRL C, et puis CTRL V, voilà, j'aurai le copiage de cette partie-là, et Entrée, voilà. Qu'est-ce que j'aurai? Voilà. Qu'est-ce que j'aurai? J'ai affiché D, et j'ai pas affiché V. Donc, vous remarquez que le point-virgule ici, ce n'est pas obligatoire, mais c'est juste pour soit afficher le résultat, soit pour le cacher. Donc, quand j'ai enlevé les points-virgules là, donc j'ai affiché le résultat. Ici, je n'ai pas affiché le résultat parce qu'il y a le point-virgule. Mais ça n'empêche que le V existe. Quand je tape V comme ça, voilà, V comme ça, quand je tape Entrée, voilà, ce V. Si je vais CLC, alors CLC, ça va effacer ça va effacer l'écran tout simplement. Hein. Les variables existent. Whose, la variable existe. Donc vous voyez que V, ça, il est défini comme étant une matrice de 4 lignes et 2 colonnes. Voilà, 4 lignes et 2 colonnes. Tandis que le D, il est défini comme étant une ligne et 4 colonnes, ou bien vous pouvez le définir comme étant 4 lignes et une seule colonne. Voilà, donc ça c'est l'histoire de... Donc maintenant, si je choisis par exemple la valeur de I, j'imagine que je vais entrer dans la boucle là. Donc si je mets I égale à 1, I égale à 1, et puis je vais exécuter ça. Je vais voir qu'est-ce que ça va prendre là. CTRL. Bon. Pour raccourcir cette commande CTRL-C dans cette fenêtre et puis CTRL-V dans cette fenêtre, alors je peux utiliser le raccourci F9. F9, qu'est-ce qu'elle fait? Elle copie la partie collée et elle va la coller là, et puis elle va copier la partie sélectionnée
et il va coller là et il va l'exécuter. Tout d'un coup avec la fonction F9. Donc je vais appuyer fonction F9. Voilà, vous voyez, ça c'est directement, vous voyez, F9. Ah, donc, remarquez bien, Y0, comment a apparu comme étant un vecteur qui a un comme étant le premier élément, et puis moins 0,5, c'est quoi? C'est, bien sûr, c'est ces valeurs-là. Si je fais I égale à 2, I égale à 2, et j'exécute cette commande-là, j'exécute cette commande, tac, qu'est-ce que je fais F9, tout simplement, F9, tac, ah, vous voyez que c'est le deuxième vecteur qui a été lu. Vous voyez, deuxième vecteur, ainsi de suite. Donc, maintenant, il ne reste qu'à calculer la somme de xi, wi, donc voilà, ça c'est w transpose fois y0. Donc le calcul devient vecteur transpose fois vecteur, ça va faire la somme. Et puis la fonction sigmoïde, y. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer l'erreur entre la sortie désirée et la sortie du neural. Ah, voilà. Ça, c'est le calcul de l'erreur. Remarquez que le D ici, c'est quoi le D? Je vois, ah, le D, c'est là, c'est les sorties désirées. Et comment je me suis orienté vers D? Alors, c'est par I. Donc, si I égale à 1, alors il va aller vers D de 1. D de 1, c'est quoi? C'est le 0,1. Parce qu'il a lu V de 1 là, c'est ce premier vecteur. Si I égale à 2, alors le V c'est celui-là et la sortie désirée c'est D de 2, c'est celui-là. Ainsi de suite, voilà, ça c'est très important. Maintenant, c'est quoi delta? Delta c'est l'évaluation. Bon, vous n'avez pas besoin à démontrer le calcul, mais delta c'est le calcul de l'erreur, plutôt de la dérivée de l'erreur quadratique. Et puis, voilà l'adaptation des coefficients synaptiques selon la méthode de gradient. L'adaptation, selon la méthode de gradient à pas descendant. Vous voyez? Ah, voilà. Donc, c'est exactement la même formule qu'on a vue dans le chapitre 3. Puis, je vais mémoriser toutes les valeurs de l'erreur. Ça, j'ai une erreur, la norme de l'erreur au carré, puis E égale E, l'ancienne valeur, plus norme. Donc, je commence la boucle par une erreur nulle. Et puis, donc, je ne peux sortir de cette boucle donc, avant de sortir de cette boucle-là, c'est-à-dire, voilà, donc je somme toutes ces erreurs-là. Maintenant, quand je sors de cette boucle-là, je dis que j'ai fait une itération. Donc, j'incrémente le compteur sur les itérations pour que je puisse sortir. Et puis, avant de sortir, je mémorise l'erreur finale, ici, E. Donc, E, c'est l'erreur calculée sur les quatre vecteurs, sur les 4 sorties désirées, les 4 erreurs. Donc, si je veux calculer une erreur moyenne, alors la moyenne c'est 4, donc je dois diviser par 4 la valeur finale. Ici, la valeur finale, je dois la diviser par 4 pour que cette erreur-là se voit comme étant une erreur quadratique moyenne. Maintenant, si je ne divise pas par 4, alors ça ne fait rien. L'essentiel, c'est de voir l'évolution de l'erreur. Donc, je travaille en 4 près. Donc, je mets ou je ne mets pas, ça n'a pas de grande importance. Maintenant, je vais tracer cette variation, ces erreurs-là. Donc, je vais tracer l'évolution de ces erreurs commises. Donc, en principe, on doit s'attendre à ce que EBP
aura combien de points? Alors, je devrais avoir 10 points. Puisque j'ai cet compteur sur IT. Voilà. Alors, je vais exécuter. Exécuter. Là, donc, vous voyez que on a pu exécuter quelques instructions en ligne. Voilà. Remarquez que quand je mets whose là, alors la liste des variables que j'ai utilisées, elle est là. Si je veux effacer, alors je dois faire clear. Ça va effacer toutes les variables. Maintenant, si je fais whose, alors la commande ne donne rien parce que toutes les variables ont été effacées. C'est pour effacer l'écran. Je reviens là. Voilà. Si je mets run, comme ça, ou bien F5, alors il va me demander, donc vous devrez en principe choisir un répertoire actif pour déposer tous ces programmes-là. Donc ça, c'est des choses en principe, des choses triviales. Je vais mettre un test, voilà, un programme, un premier programme, voilà, enregistrer. Existe, oui, je vais effacer, voilà. Donc, j'ai exécuté. Ah, rien ne s'est passé. Ah, voilà, ça commence. Voilà. On a une erreur. C'est quoi cette erreur-là? C'est quoi cette erreur-là? Cette commande-là, c'est l'affichage de l'erreur finale qui est là. Voilà. Donc, quand je ne mets pas de point-virgule, alors la valeur de E va s'afficher. Voilà. Et bon, comme vous le voyez. Donc, ça, c'est la valeur de l'erreur moyenne après 10 itérations. Mais l'ensemble de toutes les erreurs calculées au fur et à mesure des itérations, alors c'était enregistré ou bien mémorisé dans le vecteur EBP. C'est l'acronyme de Error Backpropagation. Backpropagation Error, donc l'erreur de backpropagation si vous voulez. Donc si je mets EBP comme ça, donc EBP c'est une variable, vous pouvez vérifier que ça existe dans la mémoire. EBP c'est une variable de 10 éléments. Si je veux voir ces éléments-là, EBP, voilà, je veux taper EBP, tac, entrer et je vois ces valeurs-là. Et pour le traçage, j'ai fait semi-log et cette commande-là, c'est elle qui a donné cette courbe-là. Vous voyez, voilà. Donc, vous voyez que l'erreur, au cours des itérations, on a 10 itérations, a diminué. Bon, maintenant c'est à vous de dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, est-ce que je dois pousser encore encore l'apprentissage pour diminuer davantage l'erreur, ou bien vous jugez que c'est bon. Vous pouvez choisir à arrêter le programme ou bien à arrêter l'apprentissage en fixant un seuil d'erreur qu'on doit atteindre, etc. Vous pouvez arrêter le programme comme vous voulez. De toute façon, si vous choisissez d'arrêter le programme avec un certain seuil d'erreur qu'on doit atteindre, alors il faut se méfier que vous aurez un risque de ne pas avoir de convergence et le programme entre dans une boucle infinie. Donc généralement, ceux qui veulent arrêter le programme avec l'erreur là, ils doivent définir encore un nombre maximal d'erreurs, 1000 ou 10 000 ou bien 30, je ne sais pas, pour que le programme puisse s'arrêter si l'erreur finale n'a pas été atteinte. Voilà, donc ça c'est au niveau de l'apprentissage. Maintenant si je vais jongler un peu, par exemple je vais changer le nombre d'itérations en 20. Alors, exécution, voilà, l'erreur tombe, voilà, 20 itérations. Si je veux voir encore la grille, donc je mets plutôt grid, comment ça se prononce en anglais, voilà, donc on aura la grille qui s'affiche. On a une échelle semi-logarithmique ici et une échelle linéaire là, voilà, semi-log y, donc sur l'axe des y, on a une échelle semi-logarithmique. Pourquoi une échelle semi-logarithmique? Parce que
avec cette échelle-là, on peut visualiser clairement les variations des grands nombres et des petits nombres. Quand vous avez un tableau de mesures qui possède de grands nombres et de très petits nombres, par exemple, vous avez une erreur qui varie, par exemple, de 100 à 10 moins 4. Donc, si vous allez choisir une échelle linéaire, les variations au niveau de 10 moins 4 ne vont pas être visibles. Pourquoi? Parce que l'échelle va donner l'importance aux grandes valeurs, 100 ou le 50 ou le 20 ou le 10, etc. Donc, pour voir l'évolution de l'erreur au voisinage de 0, 10 moins 2, 10 moins 3, 10 moins 4, etc., etc. Et en même temps, je visualise sur la même courbe les variations 2, 3 ou 0, 1 ou 0. Donc, je fais une échelle semi-logarithmique comme ça. Par exemple, si j'ai une valeur 100, alors à l'échelle logarithmique, donc 10 puissance 2, logarithme de 10 puissance 2, logarithme décimal bien sûr, donc ça va donner 2. Et imaginez qu'on a une petite valeur là, par exemple 10 moins 4. Alors 10 moins 4, quand je fais logarithme, ça va donner moins 4. Donc l'intervalle de 100 à 10 moins 4 devient en échelle semi-logarithmique entre 2 et moins 4. Donc toutes les variations vont être visibles. Voilà, ça c'est le secret de la visualisation à l'aide de l'échelle semi-logarithmique. Je reviens au cours maintenant. Qu'est-ce que reste? Voilà. Ah, maintenant la phase de test, la phase de généralisation. Comment je fais une généralisation ou bien un test? CTRL C et puis je vais copier là comme d'habitude. Je peux copier même dans un nouveau fichier. Dans un nouveau fichier parce que je sais que toutes les variables sont mémorisées. Si je fais un nouveau fichier CTRL N, alors CTRL V, voilà, je peux tester directement. Voilà, et ça, il va me demander un nom, par exemple test plus, test généralisation, test gen, voilà, tac, entrée. Voilà, il va me demander passer à la phase de test, oui ou non, cliquer cette commande-là. Alors, je vais lui dire oui. Il me donne donner X1. X1, c'est-à-dire l'entrée numéro 1. Alors, voilà, les entrées. Je vous rappelle qu'on a ces entrées-là. Voilà. Donc, je peux tester l'apprentissage soit par ces valeurs-là, et ça, c'est juste pour voir, parce que ça n'a pas de sens de tester le neurone ou bien le réseau de neurones. À votre connaissance, tout ce qu'on a dit pour le neurone, on va le refaire pour le réseau de neurones. Donc, pour cette raison, j'ai mis beaucoup de temps pour vous expliquer les détails de ce programme-là, parce que par la suite, ça va faire pratiquement la même chose. Donc, si je teste avec les vecteurs que j'ai utilisés dans l'apprentissage, bon, généralement, on fait ça pour voir le comportement du neurone, mais l'engouement de l'utilisation des réseaux de neurones, ce n'est pas de tester par ces valeurs-là, mais c'est de tester par de nouvelles valeurs qui n'ont pas été utilisées dans l'apprentissage. Alors, si par exemple, je considère moins 0,5, alors qu'est-ce qu'il doit me donner? Il doit me donner 0,9. Alors, je teste. Et voilà, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Moins 0,5. Voilà, donc, je clique, moins 0,5, x2, 0,5. Alors, qu'est-ce qu'il doit me donner? Il doit me donner 0,9. Je vais voir. Entrée. Voilà, donc c'est 0,86 qui est très, très proche de 0,9. Maintenant, est-ce qu'on doit exiger à ce que le réseau donne la valeur exacte selon l'application? Maintenant, je vais encore demander un nouveau test. Oui, je vais tester par
le premier vecteur, moins 0,5 moins 5, et il doit me donner 0,1. Donc, je vais, voilà, donc moins 0,5, qu'est-ce qu'il doit me donner? 0,1. Voilà, donc c'est 0, 0,1, 6. Nouveau test. Avant de faire le nouveau test, maintenant, est-ce que ces résultats sont bons? Oui, si je fais une séparation par rapport à 0,5, je peux supposer que la sortie qui est supérieure à 0,5, c'est un 0,9, et la sortie qui est inférieure à 0,5, c'est 0,1, donc c'est un bon apprentissage. Si je veux pousser encore l'apprentissage, je n'ai qu'à pousser, voilà, l'apprentissage, donc je choisis le nombre d'itérations, 10, 20, 30, 40, etc. Je peux agir encore sur le coefficient d'apprentissage, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, si je teste par deux nouvelles valeurs, voilà. Donc, par exemple, si je choisis ce point-là, mais je ne vais pas choisir la même mesure-là, je vais choisir une mesure différente. Par exemple, moins 0,55. Et le plus là, c'est par exemple plus 0,44, par exemple. Alors, qu'est-ce que le neurone doit me donner? Elle doit me donner une réponse qui est proche de 0,9. Pourquoi? Parce que le point que j'ai donné là, c'est un point qui est proche d'une certaine mesure qui a été vue. Pour cette raison, on appelle apprentissage. Donc, quand le neurone ou bien le réseau neurone apprend, alors il apprend des valeurs, mais en réalité, il peut généraliser cet apprentissage-là à de nouvelles valeurs qui n'ont pas été vues. Alors, entrée, tac, qu'est-ce qu'il doit me donner? Il doit me donner 0,9. Tac, voilà, c'est le 0,9. Bien sûr, si on suppose que toute valeur supérieure à 0,5, c'est un 0,9. Donc ça, c'est bien. Maintenant, si je teste avec ce point-là, moins, pour qu'il me donne 0,1. Alors, je vais dire oui, tac, entrée, alors, moins, donc par exemple, moins 0,57, moins 0,51, voilà, vous choisissez, moins 0,40, voilà, vous choisissez tout ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il doit me donner? Il doit me donner quelque chose de 0,01. Oui, donc, nous avons utilisé 4 mesures, mais en réalité, le réseau, ou bien le neurone, a appris une infinité de mesures et elle a pu classifier ces valeurs-là en différentes familles. Voilà, pour sortir, je n'ai qu'à faire 2, voilà, ça y est. Maintenant, donc on a dit que bien sûr, je peux copier ce programme-là dans le programme d'apprentissage. Je peux le copier là, CTRL-V, et c'est tout. Donc, comme ça, le programme va passer directement au test dès qu'il termine l'apprentissage. Je peux exécuter, tac. Voilà, bon. Voilà, là, il a terminé, il m'a demandé de passer à la phase de test oui ou non, donc je vais dire non. Voilà, maintenant, bon, si vous vous trompez, alors vous pouvez faire ça comme ça, vous pouvez suivre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a dit qu'on peut changer le nombre d'itérations, par exemple. Ou bien je peux changer le coefficient d'apprentissage. Par exemple, je mets 1,5. Voilà, on va voir. Tac. Voilà, l'erreur finale atteinte, c'est 0,1. Et vous pouvez voir l'erreur. Voilà. Passer à la phase de test oui ou non? Non. Vous pouvez changer le coefficient, la pente de la fonction d'activation. Par exemple, 2. Tac, entrée, voilà, donc ça c'est 0,01, c'est mieux. Donc quand on a changé la pente de la fonction d'activation, le comportement a changé. Testez, vous pouvez tester ou non, comme vous voulez. Maintenant vous pouvez tester chez vous comme vous voulez.
Une dernière chose, qu'on va voir, c'est que nous avons vu que un neurone ne peut faire qu'une séparation linéaire dans l'espace, ne peut tracer qu'une surface de séparation linéaire. Donc, si je reviens à la présentation de ces vecteurs-là, alors je vais me servir d'un petit graphique avec Paint. Alors, voilà, je vais tracer deux axes. Bon, pardon, ce n'est pas ça. Bon, je vais agrandir comme ça pour que là, je vais choisir à tracer comme ça. L'axe des Y, voilà. Bien sûr, c'est à main levée. Hein. Et j'essaie de donner une présentation graphique de ces vecteurs-là. Alors, le moins, c'est-à-dire ce point-là, a une sortie 0,1. Donc, je vais lui affecter, par exemple, la forme du rang. Voilà. Et les restes, voilà, tous les vecteurs, donc moins plus c'est ce point-là, plus ou moins c'est ce point-là, et plus ce point-là, donc ils ont tous la même sortie, donc ils appartiennent à la même famille. Par exemple, je vais choisir le carré. Ça, on l'a bien expliqué. Par exemple, voilà. Donc, vous voyez que ces points-là, le point de coordonnée moins 0,5 a une sortie désirée parce qu'elle appartient à une famille, et les autres points ont une autre sortie désirée. Maintenant, la surface de séparation, comment peut-on la voir, pardon. Alors, on peut la voir par une droite. Voilà, donc. Maintenant, lors de l'apprentissage, le neurone a tracé cette droite-là pour diviser l'espace en deux familles, en deux parties, soi-disant, donc cette famille-là et cette famille-là. Pour cette raison-là, quand on donne moins 0,5, ou bien quelque chose qui est autour de moins 0,5, moins 0,5, la sortie du neurone reste pratiquement la même parce que c'est pratiquement la même sortie. Maintenant, imaginez qu'on change ce point-là. Là, ce point-là, on va la changer par un rang. Voilà. Avec la couleur, bien sûr. Avec la couleur noire. Voilà. Bon, couleur noire. Je vais la... Voilà. Donc, supposons que ces deux points-là appartiennent à la même famille. Et ces deux points-là appartiennent à la même famille. Donc, une droite ne va pas être suffisante pour classifier ces points-là. Donc, nous devrons avoir soit deux droites, comme ça, soit deux droites, avec la couleur rouge. Voilà. Voilà, ce n'est pas ça. Hein. Je dois choisir. Soit deux droites, comme ça. Comme ça, l'espace va être partagé en cette partie-là et cette partie-là. Ou bien, je dois avoir, soi-disant, une ellipse. Voilà, on doit avoir une ellipse comme ça. Bien sûr, une ellipse.
Maintenant, on sait que un neurone ne peut pas tracer cette surface de séparation. Donc, pour cela, on fait recours au réseau de neurones. Non, si on passe à la programmation, donc si ce point-là va avoir la même classe, c'est que cette sortie désirée-là devient 0. Et on aura ce qu'on appelle la fonction ou exclusive là. Non, si je... Voilà, donc je n'ai rien dans le... Si je passe à l'exécution, alors, vous voyez, donc 0,8, hein, erreur, vous voyez, donc, on a un mauvais apprentissage. Si vous faites, vous jetez en code 2, voilà, vous voyez l'erreur, hein, donc elle n'a pas été minimisée. Pourquoi? Parce que effectivement, on ne peut jamais avoir de bon apprentissage avec cette fonction-là, parce que les capacités du neurone sont limitées. Si je fais un test, par exemple par rapport au test moins 0,5, le premier, moins 0,5, bon, ça c'est bon, maintenant si je teste avec, ça c'est bon, mais ça ne veut pas dire que les autres sont bons. Si je fais le test pour les autres, voilà, comme par hasard, je suis tombé sur 2 points bons, qui est le moins et plus. Maintenant, je vais tester les autres points. Oui, donc moins 0,5, 0,5. Vous voyez, donc moins 0,5, 0,5, ce point-là, moins 0,5, 0,5, qu'est-ce qu'elle a donné? Au lieu de 0,1, elle a donné 0,0. Là, c'est un mauvais apprendre. Vous voyez, je vous ai dit que le neurone ne va pas pouvoir apprendre ces valeurs-là. Si je teste l'autre valeur, 0,5 et moins 0,5, alors, la même chose, 0,5, moins 0,5, 0,9, donc vous voyez que on a un problème au niveau de l'un des points. Et le problème, effectivement, va être toujours au niveau de l'un des points parce que, effectivement, au niveau du placement de la droite, hein, la droite ne va pas pouvoir partager les points de la façon adéquate. Non. Voilà. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Attendez une autre vidéo pour l'explication du fonctionnement ou bien de la programmation du réseau de neurones qui va avoir des caractéristiques d'apprentissage, des capacités d'apprentissage énormes. Voilà, je vous invite à essayer ce programme-là, essayez de changer, changer comme vous voulez, vous pouvez même changer cette initialisation-là pour voir de près le comportement et pour avoir une certaine expertise qui va vous aider à, à utiliser le réseau de neurones multicouches. Bon courage et bon travail.